Bienvenue au podcast Oser l'amour. Je suis Anissa Lalahoum. Géraud Doléa. Donc aujourd'hui, avant de commencer, ce serait bien de faire la météo du jour, de savoir comment on se sent. Tu te sens comment ? Là, je me sens plus calme. Tout à l'heure, on a fait un premier jet, j'étais ancré, mais il y avait encore un peu de vague, tu vois. Là, ça y est, je suis là. Je suis calme et là, je peux être vraiment ancré. Donc en présence, quoi. En présent, ancré. Okay. Ancré. Super. Moi, je suis toujours pleine d'énergie. Donc, j'ai une puissance comme ça qui est en moi et qui est en train de se diffuser, puisque à la base, elle était fou. Maintenant, je suis en train d'un peu plus la canaliser, la recentrer. Donc voilà. On a voulu faire ce podcast parce que on nous en réclame beaucoup. Ce podcast qu'on a appelé d'ailleurs Oser l'amour. Voilà, on l'a appelé Oser l'amour quand on est tous les deux ensemble dans le podcast. Et on a beaucoup de questions sur le couple, sur la sexualité, mais surtout aussi sur le concret. Parce que concrètement, ce qu'on nous a demandé, c'est comment est-ce que je peux appliquer ce que vous avez l'air d'avoir compris et expérimenté dans mon quotidien. Déjà, la première chose que moi je voulais dire, c'est que, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a pas de différence entre le quotidien et autre chose. C'est-à-dire que pour nous, parce qu'il y a des gens qui parlent de spiritualité ou de sexualité sacrée, spirituelle, etc. Enfin, ça met un peu sur un piédestal, une espèce d'espace fantasmagorique et un peu fantasmé, alors qu'en fait, tout est implémentable, applicable, expérimentable tout de suite maintenant dans le quotidien. Et c'est ça qui est puissant. Nous, en tout cas, ce qu'on utilise, c'est tous les enseignements qu'on a reçus, on les pratique. Et du coup, on en fait une expérience. Et là, on peut jauger qu'est-ce qu'on peut en fait calibrer. Et puis, il y en a qu'on pratique, il y en a qu'on pratique plus, qu'on pratique pas. Il y en a qu'on essaie et qu'on n'aime pas, et il y en a qui nous conviennent. Et ça, on va vous le partager aussi. Donc les questions qui sont revenues le plus souvent tournent autour des problématiques de couple et des problématiques sexuelles. La première chose que je voulais dire, parce que dans une vidéo, j'avais dit que la sexualité, pour moi, était obligatoire dans un couple. C'est le fondement et le ciment d'un couple. Voilà, on avait dit pas les enfants. À un moment donné, les enfants partiront. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste le couple. Bon, il y en a à qui ça va pas plaire, je l'ai déjà dit et je le redis. Selon moi, dans ma perception, et je vais citer Bert Hellinger, un couple sans sexualité, c'est de la colocation. Et il y a des gens qui me disent, mais non, on peut s'aimer sans faire l'amour, on peut s'aimer... Alors oui, s'il y a un problème physique, un handicap, un problème vraiment mécanique, peut-être, et encore, même ça n'enlève pas la sexualité, même ça n'enlève pas la sensualité. D'accord ? Et pour moi, en fait, le couple, le mariage et la sexualité offrent un espace infini d'exploration de soi. Complètement. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de routine dans le couple et dans la sexualité, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur soi et sur l'autre, qu'en réalité, c'est un espace de découverte. Et c'est ce qui nous arrive dans notre couple. C'est-à-dire que ça fait 8 ans en fait, qu'on explore. On a été voir... Bon, Barry Long nous a particulièrement parlé. J'en parle souvent, mais ces principes sont... Alors, il y a des gens qui vont parler de tantra, de sexualité sacrée, etc. On n'a pas voulu aller jusque-là. Et on a trouvé en fait l'approche très pragmatique, très claire, très concise de Barry Long, d'une efficacité merveilleuse dans notre système. Alors, c'est vrai que Barry Long, soit on aime, soit on déteste. Nous, on a rencontré des gens en fait qui ont lu Barry Long et qui ont complètement détesté, qui n'ont pas du tout aimé. Moi, ce qui m'a parlé, je vais parler pour moi, ce qui m'a vraiment parlé dans Barry Long, c'est déjà sortir de l'imaginaire, sortir de ma tête. Ça a été quelque chose de... Ça paraît tellement évident. Alors, il n'y a rien d'évident, de logique et de normal. Ça, j'en reparlerai après. Ça, les gens qui parlent de ça me font rire. Il n'y a rien de logique. Donc, sortir de ma tête, ce n'était pas logique. Parce que je partais souvent dans ma tête quand je faisais l'amour. Il y a à côté l'excitation, aussi bien la mienne que celle de ma femme et ma partenaire, Anissa, de ne pas encourager ça. C'est OK qu'il y en ait de temps en temps, mais d'arriver à canaliser, à gérer ça et à calmer. Et pour ça, forcément, d'implémenter la respiration. Autre chose qui m'a apaisé, bon ça je l'ai retrouvé aussi chez le couple Richardson, c'est accepter qu'il n'y ait pas forcément tout le temps de l'érection. Accepter que l'érection peut aller et venir et de ne pas arrêter une rencontre amoureuse parce qu'il n'y a pas forcément d'érection à un instant T. Et au contraire, quand j'ai appris en fait, que pénis et vagin en fait, savaient faire l'amour, les corps savent faire l'amour, c'est l'ego qui vient interférer, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'être en érection. Il a été prouvé qu'il n'y a pas besoin d'avoir une érection constamment pour que ma femme prenne du plaisir. Mais c'est plutôt, et c'est ça la quintessence de pourquoi je fais tout ça, c'est parce qu'au final, ça m'a ramené à un degré de présence
qui là rend l'acte d'amour, la rencontre amoureuse, le rang cosmique. Alors ce mot-là, il y en a qui bug un peu dessus, mais vraiment c'est interstellaire, le truc, c'est cosmique. Alors, moi, je suis d'accord sur cette notion-là. Et je vais parler de la première fois où on a expérimenté Barilang, parce que quand on a lu le livre, comme ça, on vous donne la pratique aussi. Le principe, c'est de se donner des rendez-vous. Oui ? Non, c'est bon, continue. Je reprends. Le principe. Le principe de la pratique qu'on a eu avec Géraud à travers Barilang, c'est un rendez-vous amoureux. Déjà, il y a un rendez-vous amoureux toutes les semaines. Donc, et ça, déjà, quand j'en parle, les gens se crispent et ils disent « Mais comment ça, je vais prévoir un rendez-vous amoureux ?» Ça veut dire qu'il n'y a plus de spontanéité, ça veut dire qu'il n'y a plus de désir, ça veut dire qu'il n'y a plus, en fait, la surprise. Sauf que moi, personnellement, avec Géraud, 9 fois sur 10, quand j'allais le voir, c'était pas le bon timing. Et lui, pareil. Donc, il y a vraiment une notion de timing. Et le fait qu'il y ait un rendez-vous qui est prévu spécialement pour la rencontre amoureuse, apporte énormément d'avantages, parce que ça veut dire déjà, on sait à quel moment ça va se passer, on s'y prépare vraiment. C'est une base, c'est-à-dire qu'on peut se rencontrer plus de fois. Ce n'est qu'une base. Et on peut se rencontrer plus de fois, mais on sait qu'à ce moment-là, on peut se préparer. On peut se préparer physiquement, mentalement, émotionnellement. On peut prévoir tout l'espace pour. Et ça offre vraiment une zone d'exploration et de rendez-vous avec son couple qui consolide le couple. Et il faudra effectivement, peut-être, c'est une invitation, à abandonner la notion de surprise. On se surprendra durant ce rendez-vous et pas le reste du temps, parce qu'en général, quand c'est pas prévu, il peut y avoir des frustrations sur le sujet. C'est juste inverser les polarités, c'est-à-dire qu'au lieu de baser une sexualité sur quand on a envie, c'est quand même beaucoup de paramètres, il faut que j'ai envie, que quand moi j'ai envie, elle a envie aussi, et que le cadre s'y prête. C'est comme un entraînement sportif, c'est-à-dire que je ne vais pas faire du sport juste quand il fait beau, si je me prépare pour une compétition ou quoi que ce soit, ou si je suis un athlète, je ne vais pas m'entraîner juste quand il fait beau, quand j'ai les bonnes chaussures, ou si l'envie me prend. Donc la sexualité étant, pour moi, la colonne vertébrale du couple, je fais en sorte en fait d'avoir une régularité. Et après, s'il y a des moments spontanés, s'il y a des moments où on a envie de faire l'amour, de se retrouver X fois dans la semaine, on le fait. Mais d'expérience, je sais qu'il y a des fois, quand j'étais trop dans ma tête, quand je pouvais être un peu occupé à mes activités, il pouvait se passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Anissa pouvait être aussi occupée. Et en fait, on ne se rencontrait pas. On ne se retrouvait pas intimement. Alors, la première fois qu'on a expérimenté Barilang, on s'est donné rendez-vous avec Géraud. Le principe, le rendez-vous amoureux. On vient, on prépare la chambre si on a envie, des bougies, de la musique tamisée, etc. On a pris nos douches, enfin, le basique pour que l'ego ne s'accroche pas. Mais normalement, le concept, c'est de se mettre nu et vraiment de laisser les corps faire l'amour, parce qu'ils savent faire l'amour. Et la première fois où c'est arrivé avec Géraud, on s'est rencontrés, et on est arrivés, et en fait, on s'est regardés. Et il se passait rien, en fait. Parce qu'on avait tellement pris l'habitude de projeter, de se chauffer, mais en réalité, on était en train de fantasmer dans nos têtes. Il se passait plein de choses dans nos têtes. Mais là, comme on a coupé la fantasmagorie, on était en mode juste, ok, c'est les corps. Et à un moment donné, Géraud, il me regardait, puis il me dit, ça va ? Et je dis, et toi ? Et en fait, c'était limite, on aurait pu discuter et puis se dire, sinon tu veux un café, et c'est très très perturbant. Donc ça ramène aussi à la notion de, il y a tout à réapprendre. C'est-à-dire sortir vraiment de ce que j'attends, de ce que j'aimerais, de ce que je voudrais, mais juste être là et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens là ? Et après, c'est passé quoi alors ? Dis la suite. Et après, en fait, alors moi je me souviens de cette première fois de par mon prisme. Ce que j'ai aimé dans cette première fois, c'est que j'ai pas eu à simuler, j'ai pas eu à faire semblant, j'ai pas eu à faire quoi que ce soit. J'étais juste là. Et à partir de ce moment-là, l'objectif, c'était de dire, ok, qu'est-ce que tu ressens ? Où est-ce que c'est confortable ? Où est-ce que c'est inconfortable ? Il fallait commenter tout ce qui se passait en fait durant cette rencontre amoureuse. C'est très perturbant, c'est très intime pour le coup, parce que je pense que 2 corps qui font l'amour avec des projections, avec du fantasme, avec du désir, avec du plaisir. 2 égos qui font l'amour, ça. 2 égos qui font l'amour, ça c'est presque, j'ai envie de dire, commun. Par contre, quand je suis en état de présence et que je dois dire à l'autre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux pas, là, tout de suite, maintenant, ça perturbe. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec Géraud pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est qu'il y a eu des frustrations. C'est qu'il y a eu à un moment donné des zones de tension, de friction, parce qu'en réalité, on se disait des vérités. C'est-à-dire qu'on se disait, bah non, en fait, ça, j'aime pas du tout.
Mais c'est ça qui était puissant. C'est que là, je vois direct des commentaires de gens qui disent « Ah bah non, bah si c'est pour faire ça, je préfère rester dans mon imagination et l'excitation. » En fait, là, ce qu'on a fait, c'est un sevrage. On s'est sevré de tout notre système habituel de rencontres amoureuses. Et ça nous a permis d'aller dans un espace de vraiment d'honnêteté. L'un envers l'autre. Déjà, moi envers moi, Anissa envers elle-même, et l'un envers l'autre. Et en fait, c'était la base nécessaire. Tu sais, c'est comme tout. Bah, si tu veux te déconditionner d'une drogue, de l'alcool, de la nourriture, du sucre, peu importe, il y a forcément une zone de turbulence, il y a une zone inconfortable où l'ego va dire mais pourquoi on fait ça? Ça sert à quoi? Jusqu'à maintenant, ça marchait bien ce qu'on faisait? Bah non, ça marchait pas. Moi, j'en avais marre de mon système, ma façon de faire l'amour. Et c'est clair qu'en faisant ça, on a tout reposé à plat en fait. Et là, après, on a pu réinjecter des caresses, de la douceur très rapidement. On a pu réinjecter en fait une connexion, un état de présence qui était plus doux, et je pouvais sentir que tout mon corps, parce que le corps est un merveilleux vaisseau érogène et sensitif, j'ai pu voir qu'en fait que tout mon corps était prêt et disponible à la rencontre avec Anissa. Donc, quand on a pratiqué Barilang, ce qui s'est manifesté, en fait, c'est vraiment que j'ai commencé à observer mon corps et j'ai vu toutes les résistances qu'il y avait concrètement dans mon corps. Et ça, généralement, on le voit pas. Parce qu'on est tellement dans le truc, soit je veux satisfaire mon mari parce que je veux continuer à ce que notre couple fonctionne, mais en réalité, je suis crispée de l'intérieur. On fait le devoir conjugal mais c'est vraiment tendu. D'accord ? Et j'en souffre. Et c'est pour ça qu'il y a une multitude, en tout cas pour ma part, il y avait des mycoses, des brûlures vaginales, il y avait aussi des tensions au niveau du bassin et au niveau des cuisses, parce que ça résistait, parce que dans ma mémoire cellulaire au niveau de mon corps, il y avait attention, danger. D'accord ? Et puis il y a aussi tout ce qui était lié aussi à la virginité, qui sont les conditionnements en fait. Il faut être vierge pour le mariage, tout ça. Le corps, pendant de nombreuses années, s'est complètement contracté en termes de désir et en termes d'autorisation. Tout ce travail-là, on l'a fait ensemble. C'est parce que je savais que toi, tu étais patient, qu'à un moment donné, tu comprenais en fait ce qui se jouait pour moi, parce qu'on parlait énormément, qu'on a enlevé petit à petit en fait ces verrous. La donnée qui est importante ici aussi à comprendre, c'est déjà vous nous connaissez, on parle souvent de transgénérationnel. Il y a déjà aussi le transgénérationnel dans ta famille. Il y a tout ce que toi tu portes déjà dans ton épigénétique, dans ton corps, dans ton histoire familiale. Et il y a moi aussi ce que je porte. Et il y a une notion clé vraiment à entendre, c'est d'être avec un partenaire ou une partenaire qui n'exige pas de la performance, qui n'exige pas voilà, qu'on fasse qu'amour, on fait ça bien, et puis après, chacun repart de son côté. Ou ce cheminement ne peut être fait qu'avec un être qu'on aime et qui nous aime. Ça, c'est une donnée qui est essentielle. Je ne peux pas m'attendre avec un coup d'un soir ou avec quelqu'un comme ça, d'être compris. Non, je le fais dans le mariage, je le fais avec ma femme, parce que c'est un espace où aussi on a la notion de temps. On sait qu'on peut se donner le temps, et on a, toi et moi, un désir ardent d'aller nous explorer aussi au travers de notre sexualité. La sexualité, il faut le savoir, et Napoléon Hill en parlait, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Donc c'est pas juste faire l'amour. Là, je parle de la sexualité. L'énergie sexuelle, plutôt. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante qui soit. Et nous sommes designés, la nature nous a designés, nous pouvons faire l'amour tous les jours. Et c'est bon, et c'est bien. Mais il y a un espace, il y a un cadre dans lequel le faire. Et ce cadre en fait de pleine confiance, de pleine conscience et d'exploration de soi qu'on vit, toi et moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant que j'ai vécu dans ma vie. Ce qui revient souvent dans les questions qu'on a reçues, notamment sur le couple et la sexualité, c'est « il ne me comprend pas », c'est effectivement « il est dans la performance », ou c'est « elle n'a plus envie de faire l'amour », ou « je ne suis plus sa priorité ». Enfin, il y a énormément de sujets qui viennent. Il faut savoir qu'il peut y avoir plein d'origines à ça. Et nous, ce qu'on a vu avec Jérôme, en tout cas, ça nous a pris beaucoup de temps et on continue à le faire maintenant. On continue encore à travailler dessus. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a que des points d'expérimentation et d'expérience. Je vais leur faire la phrase. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a que des points d'expérience. On peut refaire avec juste un dé. Il n'y a pas de point d'arrivée. Et que Il n'y a pas de point d'arrivée, il y a juste l'expérience qu'on est venu vivre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la situation qui se manifeste dans mon couple, qu'est-ce que ça vient faire référence chez moi dans mon histoire, et aussi comment est-ce que je peux rentrer en lien avec l'autre. Parce que l'autre n'est pas nous. Et c'est vraiment ça, en fait, la plus grande problématique, c'est d'attendre de l'autre qui comprenne ce que nous, on veut, que nous-mêmes, nous ne connaissons pas.
Parce que c'est ça le problème des couples. C'est à un moment donné, je comprends pas qu'ils sachent pas en fait ce que j'aime ou ce qui me fait plaisir, ou qu'ils devinent. Pourquoi ils devinent pas en fait ce que je veux? Ben non, il va pas deviner ce que tu veux, parce que déjà, est-ce que moi je sais ce que j'aime? Moi personnellement, que ce soit dans ma sexualité, dans mon couple, je ne me connais pas. J'ai aucune idée en fait de ce que j'aime, comment je l'aime et pourquoi je l'aime et d'où ça vient. Et donc, du coup, il y a une communication à avoir avec mon mari et de lui dire, OK, ça, j'aime pas. Ça, je sais pas, il y a quelque chose dans mon corps qui fait que. Donc, ça amène au point de parler le langage de l'autre, d'accord? Que ce soit dans sa sexualité ou dans son couple. Donc, ça demande de se connaître soi et d'apprendre à écouter et observer l'autre et à parler sa langue. Ouais, ça résonne tellement, en fait. Et quand on dit parler sa langue, c'est pas la langue de l'amour, mais c'est la langue de comment l'autre aime et est aimé ou a été aimé. Et on a tous un fonctionnement différent. Et c'est important de savoir, en fait... Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai eu des messages de femmes, des commentaires, qui m'ont dit, voilà, j'étais en couple avec une pierre. On parle de leur mari. Et je lui ai dit, non, c'est pas une pierre, en fait. C'est peut-être que lui ne sait pas comment. Lui ne sait pas comment faire. Et lui a peut-être une autre façon de faire. Moi, je sais qu'il y a des fois, quand Anissa venait vers moi et que c'était pas le timing, ou que j'étais dans ma tête, ou que j'étais sur quelque chose, et qu'elle venait me toucher ou m'embrasser, je la repoussais, je la rejetais. Et plusieurs fois, on a eu des embrouilles, des conflits là-dessus, parce que tu te sentais rejeté. Et ça venait réveiller chez toi le rejet. Mais moi, ça venait réveiller l'intrusion. Ça venait réveiller le truc de... Elle comprend pas, elle me connaît pas, elle voit que je suis en train de vivre quelque chose. Et au lieu d'accepter que je vive ça, par amour, au lieu d'accepter que je vive ça et de me demander comment je me sens et d'ouvrir un espace de... On peut en parler ou tu peux venir vers moi, c'est de venir entre guillemets, jouer un rôle un peu maternel, de venir me toucher, alors que c'est pas ce que je demande. Et ça va faire l'effet inverse. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est en pleine crise et tu vas le voir et tu le prends dans les bras et tu dis calme-toi. C'est l'effet inverse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se retrouver dans ce que je dis parce qu'on a eu l'habitude d'intérioriser. Moi, j'ai pris souvent l'habitude d'intérioriser. Donc, maintenant, non, depuis des années, et grâce grande partie à ma mère aussi, où j'ai pu m'exprimer avec elle, je sais exprimer mes émotions, mais j'ai encore des espaces en moi où je ne veux pas qu'on me touche, où il y a des fois, je veux juste du silence et du calme. Et je veux juste que si je m'éloigne un peu, ça soit accepté. Ça, c'est mon langage à ce moment-là. Et dans la sexualité, c'est pareil. Dans la sexualité, j'avais mon propre langage. Et c'est clair qu'il a fallu qu'on apprenne à parler une langue commune. On a parlé un peu l'espéranto de la sexualité. Alors, on a une langue commune de la sexualité, mais moi, je sais que j'ai dû apprendre, moi, quel était mon langage, qu'est-ce que j'aime. Par exemple, je sais que dans notre couple, moi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin que si à un moment donné, que ça soit pour qu'on se pose prendre un café ou qu'on puisse se donner rendez-vous d'un point de vue sexuel, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'atmosphère, j'ai besoin de caresses. Je peux pas y aller directement en fait. Parce que comme je suis souvent dans ma tête, j'ai besoin de faire vraiment redescendre, me détendre. Et ça prend du temps. Et parfois, c'est vrai que j'ai certaines femmes qui me disent, voilà, avec mon mari, il veut tout de suite, il arrive. Oui. Je comprends, on l'avait dit dans une vidéo, les hommes vont du sexe vers le cœur, les femmes vont du cœur vers le sexe. En réalité, c'est pas le cœur, on pourrait dire, nous sommes plus émotionnels, si on veut dire ça, parce qu'on autorise plus ces espaces-là. Donc on a besoin d'être prise plus dans... l'homme va d'abord s'occuper de nous. En fait. C'est la sécurité, ça vous permet d'un espace de sécurité. Tu es d'accord avec ça ? Oui. C'est plus un espace de calme. Sécurité et puis aussi détente. Parce qu'encore une fois, personnellement, après je parlais vraiment que de mon cas, c'est que mon corps, il était crispé. Donc il est crispé. Donc si il y a tout de suite, il faut que j'aille fournir ça. En fait, ça met tout mon système en fait en crispation. Donc et j'ai besoin en fait de me détendre. Donc c'est créer un espace de sécurité, et créer un espace de détente. Tu vois, c'est vraiment dans l'ordre. Et après en fait, je vais pouvoir aussi. Et c'est ce que j'ai aimé dans notre couple. C'est en fait, tu m'as offert des espaces où j'étais pas obligée de rendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu étais juste dédié à ce que moi je sois bien. Et parfois, j'avais cette culpabilité en mode oh, purée, mais là, je viens de prendre du plaisir, mais lui, non. Est-ce qu'il faut que je lui rende? Et souvent, tu m'as regardé et tu m'as dit non, mais c'est bon, détends-toi, tu ne me dois rien. Tu vois? Et pour moi, c'est ça l'amour, en fait, vraiment. C'est vrai, tellement être dans ce don à l'autre qu'en fait, j'ai une jouissance personnelle que l'autre, en fait, soit dans cette jouissance. Et ça demande énormément, en fait, de pratique, d'abandon et aussi d'être en lien.
J'ai fait ça, moi. Oui, t'as fait Grand, ça. c'est vrai? Ouais. T'as fait ça. Et il y a une autre anecdote que je voulais partager, que si tu m'autorises, hein, on verra. Je sais pas laquelle c'est. Vas-y. En fait, on expérimente avec Géraud. Moi, je l'observe beaucoup et je m'observe beaucoup sur notre sexualité. Mais c'est pas la sexualité, c'est juste l'espace qu'offre la sexualité. C'est pas la même chose, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on était en voyage et on avait notre fils avec nous. Donc on pouvait pas, on dormait dans la même chose, dans la même chambre, pardon. Donc on était en voyage et on était avec notre fils dans la même chambre. Et donc on ne pouvait pas, nous on est pour ne pas avoir d'actes sexuels ou de rencontres amoureuses quand il y a notre fils, d'accord, dans la même chambre, qu'il soit bébé ou plus âgé. Là, il a 5 ans. Nous, depuis notre enfant est né, on a toujours séparé conjugalité et parentalité. C'est-à-dire que quand notre enfant, même tout bébé, parfois avait son berceau dans notre chambre, quand il dort dans notre chambre, on n'a pas de rencontre amoureuse. Si on veut se rencontrer amoureusement, on le fait quand il n'est pas là, ou après, très rapidement, de toute façon, il a eu sa chambre et très rapidement, il a eu son propre espace. Mais voilà, quand on voyage ou qu'on est dans la même chambre, on sépare vraiment, en fait, on sépare vraiment les deux, quoi. Il y a des gens pour qui c'est pas évident. C'est pas une évidence. En tout cas, nous, il nous a été conseillé, et ça a résonné chez nous, et de ne pas, de vraiment séparer, en fait, parentalité et conjugalité. Et justement, on a vécu un moment comme ça avec Géraud quand on était en voyage. Il y avait notre fils qui était dans la même chambre et puis ça faisait peut-être 10 jours ou une semaine qu'on n'avait pas eu de rencontre amoureuse parce qu'on dormait, enfin notre fils dormait à chaque fois avec nous. Et à un moment donné, moi j'en pouvais plus, enfin même Géraud. Et donc là, il était pas loin, mais on savait qu'on n'allait pas faire l'amour à ce moment-là. Et du coup, on a commencé vraiment juste à s'embrasser, à se toucher. Et là, en fait, j'ai découvert une part de Géraud que je ne connaissais pas. Et je vous parle de ça il y a quelques semaines. Donc, c'est récent encore pour vous dire à quel point j'ai encore plein de choses à découvrir sur moi et sur Géraud. J'allais dire sur Géraud. Et dans cette rencontre, c'était une rencontre amoureuse où il n'y a pas eu de sexualité, mais en fait, de la façon dont il m'a embrassée, de la façon dont il m'a touchée, de la façon où on s'est connecté, parce que nous, on appelle ça se connecter, j'ai senti à ce moment-là une douceur, une ouverture du cœur qui était telle que je n'avais quasiment jamais rencontrée chez mon mari. Et je me suis posé la question, et même je lui ai dit le lendemain, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'hier, tu étais comme ça ? Et il m'a dit, mais comment ? Parce que lui, il s'en rendait pas compte, pour lui, c'était normal. Et en fait, je lui ai dit, t'as été d'une douceur, je me suis sentie désirée, c'est comme si on avait fait l'amour, mais en fait, on n'a pas fait l'amour. Mais c'était vraiment une rencontre amoureuse très forte. Et en fait, on a compris à ce moment-là que parce que notre fils était dans la chambre et qu'on ne pouvait pas faire l'amour, avoir un acte sexuel, qu'en fait, Géraud était, et tu me diras si c'est juste, était complètement détendu. Et donc, comme il n'y avait pas d'objectif de performance, il a pu complètement s'ouvrir au niveau de l'espace de son cœur et de sa vulnérabilité, de sa sensibilité. Et moi, je l'ai complètement reçu. Je n'avais pas besoin de sexualité par la suite. C'est là où il y a une petite nuance peut-être sur certains couples qui peuvent dire on n'a pas besoin de sexualité. C'est ce que moi, j'avais du mal à comprendre, c'est de me dire pourquoi est-ce que mon mari, il y a des moments où il est très doux et puis il peut vraiment s'ouvrir tout ça, et il y en a d'autres où il vient, il a juste clairement il y a une tension sexuelle qui arrive. Et en fait, ça m'a permis de comprendre comment mon mari fonctionnait, les zones où il avait besoin lui aussi d'être en sécurité, parce qu'on oublie que les hommes aussi ont besoin d'être en sécurité. Moi, je l'avais pas compris, et ce qu'on a vécu durant cette anecdote m'a permis vraiment de me dire, ok, mon mari aussi, il a des espaces en lui que je ne connais absolument pas. Et plus je suis à l'écoute de son langage corporel, de ce qu'il dit au moment où il dit, de là où il a envie, là où il n'a pas envie, plus je suis attentive à mon mari, et plus en fait moi je peux voir en fait les espaces dans lesquels je peux me déployer quand lui aussi en fait il est disponible à ça, et de lui dire ok, t'as pas besoin aussi de performance avec moi. C'est ok. S'il y a des fois où il a plus d'excitation que moi, où il a pris du plaisir et moi pas, c'est vraiment ok pour moi. Parce que pour moi, on construit les choses au fur et à mesure. Moi, la révélation et la révolution, en tout cas, qu'il y a eu en moi, ça a été cette notion de performance et de mental. Quand je disais tout à l'heure, Barré Long invite à sortir de la tête. Il faut savoir que pour moi, la performance chez l'homme, en tout cas chez moi, la performance qui veut donc l'érection en gros, l'obligation à l'érection est de fournir une prestation d'orgasme à ma partenaire, générait forcément un stress.
Et le fait de sortir de ma tête, donc forcément j'utilisais ma tête. C'est-à-dire que j'utilisais mon imaginaire, des référentiels. Quand je sentais que là, mon corps, peut-être il y avait moins d'érection, je relayais, tu sais, c'est comme un générateur. Toi, je passais en mode générateur diesel, tu vois. Et là, je m'accrochais à l'imaginaire pour aller imaginer des trucs, pour relancer l'érection. Ça marche un temps. Et au bout d'un moment, c'est ça dont je parlais quand je disais mon système ne marchait plus dans la sexualité. Ça ne marchait plus, ça ne me procurait pas de joie. Ça créait un côté mécanique qui faisait qu'il y avait encore moins d'érection. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de présence. Et donc, en arrêtant d'être dans ma tête, et quand j'ai découvert que l'érection peut aller et venir pendant la rencontre et que ça n'influe pas sur le plaisir ni pour ma partenaire, donc ni pour ma femme, ni pour moi, ça a tout changé dans ma tête. En fait, je me suis dit, j'ai le droit de ne pas avoir une érection pendant toute la rencontre. Et parce que moi, quand j'avais plus d'érection, forcément, je me retirais. Jusqu'à recréer une érection. Si ça revenait, et si ça revient pas, on arrête là, quoi. Et c'est frustrant, c'est humiliant, et ça m'a coûté des relations. Avec ma femme, c'est pas ce que je voulais. Et de savoir que je peux, mon érection peut fluctuer, mais que le plaisir, lui, ne fluctue pas parce que il y a le regard et la présence, il y a la joie, il y a l'humour, il y a le silence, il y a l'intensité, il y a le baiser sans la langue. La douceur de l'amour qu'on se porte mutuellement, et il y a le côté énergétique, puissant, cosmique qui est entre nous, qui, de toute façon, dépasse l'érection. Et à ma grande surprise, quand j'abdique, quand j'accepte, l'érection revient. Et là, ça m'a montré à quel point, oui, mon corps sait faire l'amour. Il n'a pas besoin de ma tête. Et ça a été une révolution pour moi, une révélation. Ça m'amène dans l'espace justement d'apprendre à faire l'amour, parce que ça s'apprend, sur deux aspects. Le premier, c'est on dit éjaculation précoce. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça, qui disent voilà, mon mari c'est un éjaculateur précoce. Alors déjà, quand une femme dit ça de son mari, déjà tout de suite c'est humiliant. Premièrement, c'est pas une honte en fait d'être éjaculateur précoce. C'est juste que moi, ce que j'ai étudié en tout cas sur le sujet, parce que ça m'a intéressée, parce qu'il y a plusieurs femmes qui m'ont posé des questions là-dessus par rapport à leur mari, c'est que un homme qui est en éjaculation précoce, il faut qu'il soit suivi, tout ça et tout. Enfin voilà, toute cette partie-là, on l'enlève. Moi, je parle plus du côté psychosomatique. C'est qu'à un moment donné, c'est un homme qui se met énormément la pression. C'est un homme, en fait, qui à un moment donné, justement, va se sentir ou s'est senti dans sa vie en impuissance, lui, ou dans sa lignée d'homme. Et à un moment donné, il va en plus attirer une femme qui va lui renvoyer systématiquement en pleine face, en fait, qu'il n'est pas assez un homme. Alors qu'en réalité, un éjaculateur précoce, c'est quelqu'un, en fait, qui a besoin à un moment donné d'aller libérer des espaces de compréhension sur pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas assez, pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas assez homme, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre de son père, qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire. Et quand on commence à aborder cet espace-là, on arrive dans un autre espace. Et déjà, pour moi, le couple, il sert à ça. Hein. Je veux dire, je ne m'arrête pas à un moment donné dans une relation parce qu'il y a des problématiques sexuelles, d'accord ? Je veux aller plus loin. C'est à ça que sert l'amour aussi. C'est à ça que sert le couple. C'est à ça que sert la longévité, le mariage. C'est à un moment donné de dire, OK, on ne s'arrête pas à la première complexité. Donc, si à un moment donné, il y a un problème d'éjaculation précoce, c'est OK, qu'est-ce qu'il a, mon mari ? Quelle est son histoire ? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai attiré un mari, en fait, qui est éjaculateur précoce, et en plus, que j'en parle de cette façon ? C'est de se dire qu'il y a une opportunité d'aller vraiment rencontrer l'autre dans l'amour. OK, c'est quoi ton histoire ? Et ça nous amène dans d'autres espaces en tant que femmes. Parce que je rappelle que nous, en tant que femmes, alors on est multi-orgasmique. On parlera sûrement plus tard Kundalini, on parlera de montée énergétique, on parlera de transmutation sexuelle, parce que nous-mêmes, on est encore en train d'expérimenter ça avec notre couple. Mais derrière, la femme a quelque chose que l'homme n'a pas. Nous avons en fait un organe que vous n'avez pas, qui est le clitoris, qui est l'organe du plaisir. C'est-à-dire que nous, on a cet organe-là que les hommes n'ont pas. Et ce qui procure du plaisir à un homme, c'est de voir sa femme prendre du plaisir. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, le cercle vicieux. Parce qu'à un moment donné, si une femme ne prend pas du plaisir, et elle a mille et une façons de prendre du plaisir, et ça, là, c'est l'avantage aux hommes, quand même, de donner du plaisir à la femme. Parce que quand la femme prend du plaisir, eh bien, l'homme, en voyant la femme prendre du plaisir et se libérer de la performance d'eux, parce que là, c'est pas lui, il donne quelque chose, et bien, il y a un espace qui s'ouvre pour que les deux se rencontrent. Donc là, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas tout ça. Donc la sexualité, elle est quand même vaste.
D'accord ? Parce que souvent, c'est pénétration. Nous, on a pratiqué Barilang, mais en fait, il y a toute la rencontre amoureuse qui peut prendre du temps pour apprendre à faire l'amour, pour aller lever le voile, en fait, des traumas personnels, transgénérationnels, liés à l'humanité aussi, à la conscience, à l'ego collectif. Donc, on a quand même beaucoup de travail sur le sujet. Moi, je me suis beaucoup posé de questions sur cette histoire d'éjaculation précoce. Bon, pour moi, c'est encore un étiquetage, hein, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme si c'était une maladie, quoi. C'est éjaculateur précoce, ça veut rien dire pour moi. Tu l'as dit, et je rebondis là-dessus, pour moi, c'est une question de pression. Dans les deux sens du terme, pression là, et puis c'est de la pression qui doit sortir. Il y a aussi la peur de ne pas être assez bon, donc il faut que j'envoie tout rapidement. C'est ce qu'entend le corps. Je me dis, est-ce que c'est... je questionne, est-ce que c'est pas ce qu'entend le corps ? C'est-à-dire... je dois tout envoyer et tant que là, il y a une érection, je dois performer dans ce laps de temps. Donc forcément, ça ne dure pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression que ça sort rapidement sans laisser le temps en fait, au corps. Et c'est pour ça qu'en vrai, une rencontre amoureuse, en vrai, devrait durer plusieurs heures. Mais ce n'est pas plusieurs heures de pénétration et de... Voilà, c'est ce que beaucoup ont en tête. J'entends des fois, je vois des fois des posts Instagram ou des magazines masculins qui disent comment faire pour la faire jouer pendant 20 minutes ou pour être en érection pendant 20 minutes, mais on s'en fout. En fait, tu vas être en érection peut-être 5 minutes, après ça redescend. Je vais parler de moi, tu vois, et je me connecte à toi et je t'embrasse, je te regarde, on parle, on rigole. Et après, ça revient et c'est reparti pour 7, 8, 10 minutes. Et je suis sorti de ce truc de... il faut être dur tout le temps et... parce que c'est une pression. C'est une pression, et c'est une pression que le corps va relâcher avec une éjaculation qui est dans un timing... what the fuck, qui va sortir n'importe comment. En mode, il y a une dissociation entre moi, limite, et mon pénis. C'est-à-dire que mon pénis en fait qu'à sa tête. Forcément, j'ai tellement mis toute la pression là qu'il faut que ça sorte. Tu vois ? Alors qu'en fait, ça, c'est une pauvre conséquence, en fait. Moi, j'ai envie de travailler sur les causes. J'arrête de mettre la pression. Je communique avec ma partenaire, avec ma femme, et forcément, c'est pas avec une gamine qui je vais sortir une nuit comme ça en boîte de nuit que je vais pouvoir explorer ça. Non, je le fais avec une femme mature, en pleine conscience, qui elle-même explore ça. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc des hommes qui disent « Ouais, j'ai été brisé parce que j'ai rencontré une femme en boîte et elle m'a dit ça », je dis « Mais tu t'attends en quoi ?» Oui, forcément, tu rencontres quelqu'un le coup d'un soir, forcément, elle s'attend de la performance. Il y a des hommes qui sont brisés parce qu'ils ont eu une relation en fait pendant plusieurs années aussi, mais une relation sexuelle intense. Tu vois, et te dit cette femme-là m'a brisé. Il y a ce cas de figure aussi, mais parce que tout est basé sur la relation sexuelle aussi. Tu vois, parce qu'on a vu l'éjaculation précoce, mais on voit aussi où c'est que basé sur la sexualité, tu vois, qui fait un peu vriller justement ton cerveau en mode intensité, désir, plaisir. Et ça, malheureusement, énormément de personnes nous écrivent sur le sujet. C'est je crois que je l'aime plus. Faut arrêter de confondre, d'accord, la relation sexuelle avec l'amour. Ça n'a rien à voir. Avec la relation. Complètement. Donc, c'est-à-dire que, on l'a dit en fait, sans sexualité, pour nous, il n'y a pas de couple. La sexualité est essentielle, mais on la cultive, on l'explore. C'est pas soit c'est tout feu tout flamme et puis ça. De toute façon, un feu comme ça, incandescent de passion, etc. C'est pour ça que tu as des gens qui passent au libertinage, qui vont tester plein de choses, mais ça s'arrêtera jamais en fait, parce que c'est un feu qui consume tout, qui s'arrête jamais. Et une fois que vous aurez fait le tour de toutes les pratiques, plus ou moins, voilà. Ça s'arrêtera jamais. Et là, on fait quoi ? On se sépare, on divorce parce que on a tout exploré et qu'on s'ennuie. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est bien plus fin, c'est bien plus calme. Mais pour ça, il faut sortir de cette impatience de l'ego et de cette frustration et de de ce feu qui est dans la tête et dans l'ego. Parce qu'en fait, ce que cherchent les gens à travers la sexualité, c'est pour ça qu'ils expérimentent des pratiques et qu'ils vont dans plein de délires. Et c'est pour ça que le monde de la pornographie est en pleine explosion et que ça dure depuis X temps. C'est parce qu'en fait, on cherche l'étincelle qu'on vit au moment de l'orgasme et on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Parce qu'une fois qu'il y a eu l'orgasme, l'éjaculation ou la jouissance par la femme, parfois on sent qu'il y a un truc, qu'on peut aller plus loin. Mais ce truc-là, c'est pas par le faire, c'est pas par la pratique, c'est par la transmutation. La transmutation, c'est quoi ? C'est prendre cette énergie sexuelle qui se manifeste au début
par le besoin de se reproduire, reproduire l'espèce et créer d'autres êtres humains, mais c'est de la faire monter en fait jusqu'à l'énergie du cœur. Ça demande énormément de pratique, de conscience de soi. Et ça, pourquoi est-ce que la sexualité vient chatouiller comme ça? Parce qu'elle ouvre ce pan-là et qu'en général, on ne sait pas comment on a fait. Et c'est un pan dans lequel on peut s'abandonner, on peut s'autoriser, mais le problème, c'est que quand c'est pas fait en conscience ou quand c'est dans le cadre de dérive, parce que c'est uniquement mécanique et en lien avec le corps, qu'on n'a pas aligné avec l'âme et l'esprit, eh bien, en fait, la jouissance reste factice. Et c'est ça qu'en fait, tout le monde cherche. En surface, et que finalement, expérimente encore et encore à travers des dérives, mais en fait, elle ne peut être expérimentée que dans la conscience et dans l'énergie du cœur. Et ça prend énormément de temps. Et c'est tout le travail de conscience qu'on fait, toi et moi, déjà sur nous, et qu'on partage à travers les enseignements qu'on a reçus. Encore une fois, c'est OK d'aller explorer, expérimenter. Enfin, c'est complètement OK que chacun aille explorer, expérimenter ce qu'ils ont envie dans leur couple. On n'a aucun jugement là-dessus. Ce que je dis, moi, en tout cas, et je pense que tu raisonnes là-dessus, c'est ne basez pas votre épanouissement sexuel sur des expériences extérieures. Le travail sera toujours à l'intérieur. C'est comme si je vous dis, c'est pas une voiture qui vous rendra heureux. Ça vous permet de mettre de la masse, de vibrer, est-ce que vous voulez? Oui, d'accord. Mais c'est pas de multiplier des expériences ou d'aller toujours plus loin dans l'expérimentation sexuelle dans le corps et l'extérieur qui va vous apaiser. Ça, c'est limite, c'est du bonus. Vous pouvez aller explorer avec votre femme, c'est génial. Tant mieux. Enfin, ça dépend dans quoi. Bref. Mais ça, c'est un premier point. Deuxième point, et qui me met en général un petit peu en colère, c'est les gens qui disent « Bah non, mais c'est normal, t'aimes quelqu'un, tu fais l'amour. » Ça veut rien dire. Logique et normal, déjà, ne veulent rien dire. On connaît le monde des perceptions. Ce qui est logique ou normal pour vous n'est pas forcément pour moi. Et non, c'est pas logique de savoir faire l'amour et de faire l'amour. Et les partenaires, on va arrêter de se mentir. Le rapport à l'argent le montre bien aussi dans le couple. Sexualité et argent, c'est vraiment les deux des pans. Enfin, c'est ce qui peut vraiment sublimer un couple ou le détruire. Et il n'y a rien d'évident et de logique. Il n'y a absolument rien d'évident et de logique. Donc, faire l'amour, avoir une sexualité épanouie qui évolue, ça s'apprend. Nous, on a été accompagnés, on l'a exploré ensemble, et aujourd'hui, on accompagne des couples, mais ça s'apprend. Arrêtez avec vos, c'est évident et logique. J'aimerais bien questionner votre partenaire et aller vraiment mettre à plat votre histoire aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas aussi évidentes et logiques que ça. Dans l'école des artisanes, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les femmes entrepreneuses, parce qu'on en a beaucoup, ont cette problématique en fait au même endroit de leur sexualité, s'affirmer en tant que femme et des problématiques de business. C'est totalement en lien. D'accord ? On est là, on parlait de transmutation sexuelle, on fera des vidéos, on fera peut-être même des e-learning dessus pour partager sur ce que nous on a découvert là-dessus. Mais on s'est fait accompagner à un moment donné sur notre sexualité. Et c'est notre business qui s'est ouvert, en fait. On s'est fait accompagner sur le mindset et c'est le business qui s'est ouvert. On s'est fait accompagner sur le business et c'est notre couple qui s'est ouvert. Mais là où on a eu le plus de résultats, c'est que quand moi, en fait, je vais parler de moi en tant que femme, plus je me découvrais en tant que femme, plus je m'épanouissais dans ma sexualité, plus je m'autorisais à investir sur moi, je m'autorisais en fait à vraiment faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire en termes d'investissement. Et ça, on en reparlera. Plus le business s'ouvrait, plus l'entreprise en fait se déployait. Je me suis dit, mais quel est le lien entre les deux ? Eh bien, c'est intrinsèquement lié parce que l'énergie de création et de transmutation est la même. Donc, quand je m'autorise à être totalement moi, parce que j'ai la connaissance et la conscience de moi-même, parce que c'est un enseignement profond quand même, eh bien, au niveau du business, je peux aller dans des espaces où j'ai pas l'habitude d'aller. Et c'est là où, moi, j'ai mis des années à me dire, mais pourquoi est-ce que je vais accompagner des femmes ? J'en ai pas besoin. Pourquoi est-ce que j'accompagne pas des hommes, des femmes ? Au final, c'est asexué. Non, parce que j'ai besoin de me découvrir en tant que femme. Je suis d'origine algérienne, donc il y avait des choses que je devais aller aussi transmuter en termes de croyances, en termes de limitations et en termes d'expansion, sans pour autant me positionner dans une place d'homme. D'accord ? C'est vraiment dans ma puissance de femme de création. Pendant les 8 à 9 ans où j'ai vécu au Japon, j'ai remarqué une pattern, un truc qui revenait toujours chez moi, c'est pas d'argent, pas de libido. Et je me suis rendu compte en fait qu'à chaque fois quand j'avais pas d'argent, et ben en fait j'avais pas de désir sexuel, j'avais pas je m'autorisais pas déjà de désir sexuel, et pour moi c'était pas possible en fait. La priorité c'était d'être financièrement un minimum stable pour pouvoir m'autoriser à avoir des rencontres amoureuses.
Alors qu'en fait, les femmes n'exigeaient rien de moi, hein, mais c'est moi je me suis rendu compte qu'il y avait ça en moi. Et aujourd'hui, je comprends mieux, en fait. Moi, à travers le mariage, à travers notre couple, j'ai pu déjà me stabiliser émotionnellement, physiologiquement. Moi, j'étais en mode, il faut savoir, il y a 8 ans, j'étais au bas de la pyramide de Maslow, hein, c'est-à-dire qu'intérieurement, j'étais relativement en paix, mais j'étais sur un banc avec mon sac de la Légion et je ne savais pas quelle était la prochaine étape dans ma vie. Et j'ai vu à quel point, je dis souvent, moi, j'ai jamais été aussi riche dans tous les sens du terme qu'en me mariant. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le mariage, j'ai pu avoir un espace de sécurité. On dit souvent, et c'est à très juste titre, qu'une femme, c'est une fleur, et pour s'ouvrir, elle a besoin de sécurité. Le soleil, le nutriment, la terre et l'eau, symboliquement chez la fleur, ça va être la sécurité chez une femme, sécurité physique, émotionnelle, etc. Mais on a ça aussi chez les hommes. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça. Et je me suis rendu compte que la sécurité, à travers la stabilité émotionnelle, familiale, relationnelle, m'a permis de me déployer. Et c'est ça qui m'a permis après de créer, et c'est là où j'ai pu transmuter, d'œuvrer, de servir mes clients, de créer. Et en fait, il y a un yo-yo constant. Et puis en plus, on l'incarne bien dans le sens où on œuvre ensemble. C'est-à-dire que toi, il y a ta propre entité avec les artisans, tu œuvres de ton côté, moi j'œuvre de mon côté, mais en vrai, on œuvre tout le temps ensemble. Et là, je me suis rendu compte à quel point la puissance du couple et de l'énergie sexuelle. Pour que le couple aille bien, il faut qu'il y ait aussi une énergie sexuelle derrière, une sexualité qui soit apaisée et apaisante. Donc c'est un cercle vertueux. Parce qu'on a une sexualité qu'on explore, ça n'a pas toujours été comme ça. On a eu des très bas dans notre sexualité. Donc vraiment, en tant qu'entrepreneur, j'ai remarqué à quel point c'était puissant. Quand je suis apaisé dans mon couple, quand je suis apaisé dans ma sexualité, alors je peux déployer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai remarqué aussi qu'au début, en tout cas mes mentors, nos mentors étaient souvent des célibataires. Même avant, c'est vrai que je me suis rendu compte que mes mentors étaient, entre guillemets, un peu à mon image, soit célibataires, il y a eu des veufs aussi, mais c'était pas des gens qui étaient en couple. Et aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, et encore aujourd'hui, quand je vais chercher un mentor, parce que je me fais encore mentorer, hein, je suis le premier à aller me faire mentorer, à aller toujours voir des hommes qui sont pour moi une ou deux étapes après moi, c'est évident pour moi d'aller voir des mentors qui sont mariés et qui œuvrent dans l'entrepreneuriat à partir d'un espace d'hommes mariés qui explorent constamment, consciemment son couple. Pour moi, ça va ensemble. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, j'ai accompagné des entrepreneurs qui ont un succès, on va dire, dans l'entrepreneuriat qui est waouh, qui est exponentiel, mais qui est débalancé souvent avec une vie familiale, une vie intime qui va être un peu plus bancale, chaotique, voire même divorce, etc. Et ça impactera toujours l'entrepreneuriat. Je ne dis pas qu'en étant marié, il ne m'arrivera jamais rien dans l'entrepreneuriat. Je dis juste que cette fondation, cette base solide, pour moi, est garante du long terme. Et souvent, les hommes, les grands entrepreneurs desquels je m'inspire, ont souvent été des hommes mariés. Ils peuvent avoir été mariés 20 ans, et puis 10 ans, et puis 10 ans, et puis 15 ans, ok, mais ils ont été des hommes mariés et qui ont pu s'appuyer sur cet espace avec des femmes à leur côté qui vibrent puissamment avec eux, comme Anissa vibre avec moi. Moi, ce que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat avec toi, c'était vraiment cette notion de m'autoriser, parce que en fait, j'investissais, mais j'y allais tranquille, et puis j'avais des choses dans ma tête. J'osais pas vraiment aller dans des espaces où ça me demandait vraiment de prendre des risques. Tu vois. Et c'est vrai que quand tu m'as fait acheter ma première paire de Balmain à 400 €, ma tête, elle a vrillé. J'ai dit, en quoi aller acheter une paire de Balmain à 400 € dans mon placard, en fait, va faire que je vais transmuter mon business. Et toi, tu m'as dit, va acheter la paire de Balmain à 400 € et on en parle après. Et quand je suis arrivée dans le magasin, j'ai regardé la paire de chaussures. Bon, je la trouvais très belle, mais 400 €, j'avais jamais acheté une paire de chaussures à 400 € dans ma vie. Et là, j'arrive en caisse, je paye, je mets la carte, et là, je m'effondre. Et en fait, je venais de comprendre à quel point, en fait, je ne m'autorisais pas dans ma vie, en fait, des espaces de grandeur. C'est pas la paire de chaussures. D'ailleurs, je les ai aujourd'hui et je les adore. Elles sont collector. Mais c'est vraiment cette notion d'autorisation. Et tu m'as aidé à faire la même chose le jour où j'ai pris une mentor aux États-Unis. Et son rendez-vous était à 888 $. Et je me souviens, j'avais laissé la page ouverte pendant une semaine. Et je me suis dit, mais tu sais que pour 888 $, je peux refaire ma garde-robe.
Et tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? J'ai dit, ah, tiens, viens, on va appuyer sur le bouton ensemble. Et j'avais pas compris, en fait, que c'était pas les $800. Pour moi, $800, je pouvais acheter plein de choses chez Action, au marché, chez Zara. Enfin, vraiment, j'étais comme ça, quoi. Et tu m'as dit, mais non, en fait, c'était en train de t'offrir une vibration avec une femme, en fait, qui, elle, s'autorise. Donc, tu es en train de t'autoriser ça. Ça n'a rien de rationnel, mais ça vient ouvrir des espaces. À quel point tu es prête à investir sur toi, tu vois, et à prendre des risques sur toi comme ça. Et quand je l'ai fait, au final, j'ai fait mon rendez-vous avec cette femme-là qui était géniale, hein, mais j'avais déjà reçu ce que j'étais venue recevoir, c'était de m'autoriser à faire ça. Bien évidemment, moi, je conseille pas aux gens, en fait, qui ont pas réglé leurs problématiques d'argent et qui sont pas accompagnés, en fait, à faire des investissements comme ça, tu vois. Ou qui sont addicts à la rentabilité, quoi. Faut que j'en ai pour mon argent. Le gars, c'est mort. Je ne serai jamais assez satisfait parce que moi, j'ai déjà eu des hommes en rendez-vous avec moi qui, moi, je suis à 500 € de l'heure, donc j'estime déjà que je suis hyper accessible et qui en veulent pour l'argent, qui me renvoient des messages, qui me rappellent, etc. Et qui sont en mode, qui vont grignoter l'os jusqu'au bout. Et je dis, mais tu sais que ce que tu as déjà reçu, tu as un mois de travail dessus, en fait. Les éléments clés que je t'ai partagés, tu peux taffer dessus pendant un mois. Ils peuvent pas le recevoir. Quelqu'un qui a payé en fait une certaine somme, d'accord, dans un rendez-vous, je sais pas, si tu vas voir un entrepreneur, tu payes 1000, 10 000 € le rendez-vous, peu importe. C'est pas une question d'argent ou de rentabilité, c'est une question d'espace. C'est-à-dire que toi-même, en fait, t'étais pas à ta juste place dans certains endroits. C'est comme le violoniste dans le métro. Un violoniste virtuose dans le métro, les gens, ils passent, ils lui donnent 2 €, alors que c'est un violoniste qui est mondialement connu, en fait. Et pour le faire intervenir dans une soirée de gens qui sont connaisseurs, c'est peut-être 10 000 € la soirée, tu vois. Donc, c'est clair que si à un moment donné, tu t'adresses pas au bon public, d'accord, et ça, dans l'entrepreneuriat, on le voit beaucoup, des femmes, elles me disent, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à augmenter mes tarifs, je comprends pas, ça marche pas ce que je fais. Non, tu t'adresses pas au bon public, d'accord, t'es pas à ta juste place. Donc, Je donne souvent l'exemple, en fait, c'est comme si tu veux vendre une Bugatti au marché et que tu dis, je comprends pas, personne n'achète. Bah non, parce que les gens qui viennent ici, ils viennent acheter des kilos de tomates ou ils viennent acheter d'autres produits en tout cas, mais ils sont pas câblés sur ce que tu proposes. Et c'est pas forcément le bon espace, la clientèle qui va résonner avec ce que tu proposes. L'important, c'est d'aller là où tes clients sont et de pas vouloir absolument proposer un produit qui ne parle pas ou à des gens qui ne sont pas connectés au même égrégore, à la même vibration que toi. En réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'obtiens pas les résultats dans ton business, en tout cas, moi, je parle aux femmes que j'accompagne, c'est OK. Quels sont les miroirs que te renvoient les clientes qui viennent à toi? Si tu as une cliente qui vient et qui te dit c'est trop cher, c'est qu'à un moment donné, dans ton paradigme, soit tu n'es pas au bon endroit, soit tu ne proposes pas en fait le service qui est à la hauteur de la valeur que tu délivres. Donc à un moment donné, en fait, c'est pas une question de prix. C'est une question en fait de s'autoriser dans les espaces les plus justes pour moi. Tu vois, il n'y a pas de différence. Pourquoi les gens vont investir dans un sac Hermès à 300 000 €, d'accord, et d'autres qui vont acheter un faux, d'accord? C'est pas du tout la même valeur personnelle, d'accord? Et la notion, encore une fois, de la valeur qu'on délivre, c'est pas des livres, c'est pas des matériaux, c'est pas de la matière, c'est l'espace qui va s'ouvrir chez nos clients. C'est la méta-émotion, c'est oh, j'ai compris pourquoi je fais ça depuis tout ce temps-là. Ça vaut des milliers d'euros. Ça n'a pas de valeur, en fait. Nous, ce qu'on a conscientisé avec certains de nos mentors, des fois, je me rendais compte que, en fait, j'ai investi ce temps, cette énergie, cet argent avec ce mentor-là pour m'offrir, en fait, cet espace où je comprends ça, où j'entends ça. Je me rappelle toujours d'un client à moi, une fois, qui était venu. À l'époque, je faisais encore des rendez-vous en présentiel et je me rappelle qu'il est rentré dans notre espace, en physique pour la peine. Il enlève sa veste, il va pour la poser sur le cintre et il me dit « Oh, Géraud, tiens, j'ai une question qui me taraude depuis hier, voilà, il se passe ça dans ma vie. » Et en fait, le temps qu'il aille de l'entrée au vestiaire, je lui ai délivré en fait ce qu'il devait entendre. Et il s'est arrêté et il a dit « Je crois que c'est bon, je peux rentrer chez moi. » Et j'ai trouvé ce moment très puissant en fait. Bon, il avait 1h30 avec moi, on s'est posé, on a pris un café turc, on a échangé, on s'est pris un moment après. Mais il m'a dit, franchement, je veux même pas qu'on aille trop en profondeur parce que l'ego irait chercher d'autres problématiques. Parce qu'en fait, tu m'as déjà donné ce dont j'avais besoin. Ou plutôt, il s'est offert à travers moi ce dont il avait besoin. Et ça, c'est encore une lecture, c'est un degré un peu plus deep de lecture de ce qu'on fait.
Je sais que moi, je viens de rentrer de retraite spirituelle de 4 jours. Et dans ces 4 jours, ça m'a demandé de me mettre en vulnérabilité parce que moi, j'aime bien de me remettre systématiquement en apprenante parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'apprendre. Et pendant 4 jours, en fait, j'étais avec des gens qui me connaissaient absolument pas. Et à chaque fois qu'ils parlaient, je leur disais « Ah oui, parce que ça, c'est ça. Et puis ça, tu peux aller voir ça. Et puis là, tu peux aller voir là et tout. » Et pendant 4 jours, à la fin des 4 jours, il y en a un qui m'a dit « Mais Anissa, c'est une masse d'informations et de connaissances et de conscience que tu m'as délivré en 4 jours, c'est impressionnant. » Il me dit, il faudrait que je note tout ce que tu as dit. Et c'est là, comme je suis sortie en fait de mon environnement habituel, je me suis rendu compte en fait du parcours que j'ai eu. Et en fait, je comprends que certaines personnes en fait, des mentors, et c'est ce que nous on a fait, on est parti chercher des mentors qui en fait nous délivrent l'information qui parfois nous a pris 20 ans. Pendant 20 ans, nous, on galérait sur une info et on y va et la personne tout de suite te la donne. Et nous, on baigne tellement là-dedans qu'on se rend pas compte. C'est pour ça qu'on a créé une école. C'est pour ça qu'en fait, on dit aux gens, attendez, tranquille, ça prend au moins 6 mois minimum. Parce que c'est pas une baguette magique. Mais nous, derrière, ça nous a pris des années. Moi, j'ai 43 ans, t'en as 40. Et je crois que depuis que je suis née, je me pose des questions que je règle aujourd'hui. Et puis 8 ans, 24-24. 8 ans, 24-24. Donc, les résultats, c'est clair. On a été de révélation en révélation. Et chaque révélation ouvrait un nouveau pan. Et nouvel investissement de temps, d'énergie, d'argent, de conscience. Et chaque chose... Vous savez, on dit souvent... Il y a ce fameux adage qui dit quand tu arrives en haut d'une montagne, c'est pour voir en fait le pied, le bas de la prochaine montagne. C'est ça qui est extraordinaire dans ce cheminement, en fait. C'est que ça ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, pour rien au monde, je changerai le parcours que j'ai eu et le parcours que j'ai aujourd'hui avec toi. Parce que ce que j'ai exploré ces 8 dernières années, c'est exponentiel. Et ce que j'ai exploré grâce au couple, grâce au focus que j'ai, grâce au couple et au mariage, c'est exponentiel, c'est extraordinaire. La seule chose avec laquelle je voudrais terminer, c'est les fréquentations. D'accord, parce que je voudrais vraiment dire un mot là-dessus. Personnellement, aujourd'hui, je m'entoure que de femmes en fait qui sont dans le même mindset que moi et au-dessus. D'accord, je vais chercher des femmes ou des hommes en fait qui ont atteint des paliers que moi j'ai pas encore atteints. Tu vois. Et même si je suis avec d'autres femmes en fait qui n'ont pas atteint certains paliers que moi j'ai atteints, si elles ont d'autres pans dans lesquels elles sont déjà avancées, et ben ça me nourrit en fait. J'ai enlevé de ma vie les gens bien évidemment qui sont négatifs, les gens qui s'expriment à partir de l'ego, les gens qui se justifient tout le temps, les gens qui attendent que je les sauve. En fait, moi, aujourd'hui, je suis sans pitié, en fait, avec les égos. C'est tu rentres pas dans ma sphère, en fait, si t'as pas le mindset. Et j'en ai rien à faire. C'est super important pour moi d'évoluer qu'avec des femmes, en fait, qui ont ce désir ardent, à un moment donné, d'aller déployer leur puissance et de se positionner réellement, en fait, dans ces espaces-là. Parce que sinon, j'ai que des gens, en fait, avant, en tout cas, des gens qui se trouvent des excuses, des gens qui attendent d'être sauvés, des gens, en fait, qui projettent que moi, peut-être, j'ai une cape magique ou une baguette magique pour pouvoir faire en sorte qu'ils obtiennent ce qu'elles seules peuvent obtenir. Donc moi, j'ai cette exigence-là envers moi, dans mon couple, avec mes enfants, ma famille et les gens que je fréquente. Donc, bien évidemment, les gens que j'accompagne, je leur demande la même exigence, la même responsabilité, la même autorité. À un moment donné, je crois qu'il n'y a personne d'autre, hormis soi, pour s'apporter exactement ce qu'on désire. Mais derrière, il y a une flemme monumentale d'une grande partie des personnes qui se plaignent, en tout cas, et qui sont dans ce statut de oui, mais c'est dur, mais j'y arrive pas, mais toi, t'as de la chance. Non, moi, j'ai pas plus de chance que quelqu'un d'autre, d'accord ? Je ne manifeste pas plus de miracles que tout le monde parce que j'ai la même essence divine que tout le monde. Donc, tout le monde peut arriver au résultat, en fait, que moi, j'ai obtenu dans ma vie. La seule différence, c'est que, moi, je suis venue vivre la vie d'Anissa. Et je souhaite pas que vous passiez par certains endroits par lesquels je suis passée et vous vivrez votre propre expérience. Mais ça, je crois que c'est super important à rappeler en termes de fréquentation et en termes de détermination. Il y a, alors je sais pas si c'est un proverbe, en tout cas, il y a quelque chose que je me répète souvent, c'est si t'es le plus malin de la salle, sors. Donc, je m'entoure que de gens qui sont soit à qui je peux partager des expériences, des expertises, des connaissances, des compétences, soit qui, eux, maîtrisent des choses que je ne maîtrise pas encore et où là, moi, je fais en sorte d'upgrader et vraiment de me nourrir et de donner et de recevoir. Moi, à partir de l'âge de 19 ans, je suis parti de mon quartier à Orléans. Je me suis plus jamais retourné. Je suis parti à Paris puis à Tokyo et j'ai régulièrement cuté. Et l'univers, en fait,
est bien fait. En fait, la vie est bien faite puisque régulièrement au Japon, tous les 18 mois, je perdais en général mon portable avec tous les contacts dedans. Donc, je ne gardais au final que l'essence. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire que j'ai accepté de laisser partir beaucoup de gens de ma vie. Parce qu'il est vrai que parfois, on n'est plus du tout raccord. Des fois, des amis très proches. Et c'est OK. C'est OK. Ça ne change rien sur le fait qu'on les aime. On aime toujours notre relation, mais c'est juste qu'on ne vibre plus à la même fréquence et qu'on évolue. Et c'est aussi de la gratitude de les avoir eus. C'est notre mentor qui disait, quand les gens sortent de ta vie, ne cours pas après. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu et qui vous a apporté des réponses. On en fera plein d'autres avec Géraud. Si vous voulez nous retrouver, bien évidemment, il y a nos événements. Il y a l'école des artisanes pour les femmes. Il y a Géraud qui prépare des événements et aussi des accompagnements hommes high-end, donc haut de gamme. On est positionné haut de gamme parce que c'est l'espace qui est le plus juste pour nous et dans lequel on s'amuse le plus et dans lequel on a envie aussi d'évoluer avec des âmes qui sont déterminées et en chemin d'éveil. Elle a tout dit.